Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur Niwad Info. Après un deuxième round des négociations sur l'Ukraine en Arabie Saoudite, les États-Unis ont annoncé un accord de sécurité entre Moscou et Kiev dans la mer Noire, un dénouement auquel l'Ukraine n'adhère pas, tandis que la Russie a posé en tout cas plusieurs conditions. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et nous avons assisté récemment à un deuxième round de négociations en Arabie Saoudite, suivi de l'annonce d'un accord de sécurité entre Moscou et Kiev dans la mer Noire. Mais quelles sont les implications de cet accord pour la région? En fait, si on se rappelle, cette guerre avait créé un problème sur le commerce au niveau de la mer Noire. Et ce commerce concernait surtout les céréales, en particulier le blé. Rappelez-vous que certains pays africains même avaient commencé à dire il faut qu'on produise le blé sur place. Et c'est par l'intermédiaire de la Turquie qu'un accord avait été trouvé pour que les Turcs assurent la sécurité et contrôlent les navires pour que le blé puisse sortir pour ce qui est de l'Ukraine. Mais pendant la guerre, pour ceux qui suivent bien cette guerre, les Ukrainiens ont détruit beaucoup de navires russes. C'est que la Russie même a reconnu. Ça fait que quelque part, les Ukrainiens, bien qu'ils soient en position de faiblesse de façon globale dans cette guerre, ils n'étaient pas en position de faiblesse sur ce côté-là. C'est les Russes maintenant qui avaient des problèmes pour faire sortir également leurs céréales, bien sûr, directement, puisqu'on peut passer par d'autres voies, mais cette voie-là est la voie la plus facile pour pouvoir le faire. Et c'est pourquoi vous voyez les Ukrainiens contester cet accord, bien qu'ils soient d'accord sur le principe qu'il y ait un accord global même qui prend en compte bien sûr cela, mais c'est parce que dans cet accord, pour le dire clairement, Trump a fait l'affaire de Poutine, tout simplement, qui veut pouvoir écouler ses produits dans ce qu'on appelle le sud global et en Afrique où il a de plus en plus des intérêts dans un certain nombre de pays. Donc dans cet accord, comme ça s'est fait depuis le départ, Trump, comme je le dis, est en train d'être celui qui fait le travail à la place de Poutine parce que les intérêts sont convergents jusqu'à un certain niveau, mais je ne suis pas sûr que cela pourra continuer de la sorte. Puisque l'Ukraine semble refuser cet accord aujourd'hui. Mais bien sûr, l'Ukraine est déjà en position de faiblesse de façon globale. Là où ils sont un peu en position de force, parce qu'ils ont été plusieurs fois capables de tirer sur les navires russes, si vous leur demandez de ne plus le faire, mais vous les mettez davantage en position de faiblesse. Sans oublier que le soi-disant premier accord qui disait qu'il ne faut pas s'en prendre aux infrastructures énergétiques, et cet accord a volé en éclats puisqu'on s'en est pris à des infrastructures énergétiques et la Russie continue de bombarder l'Ukraine jusqu'à hier, avant-hier, il y avait encore des bombardements, ce qui veut dire qu'on parle tout le temps de gel de la guerre parce que le terme cessez-le-feu ne convient plus. Comment faire pour geler cette guerre? Mais pour le moment, la guerre, elle est toujours là. Et pour sa part, la Russie a posé plusieurs conditions pour cet accord, mais quelles sont ces conditions et comment est-ce que cela pourrait affecter l'équilibre des pouvoirs dans la région? En fait, en résumé, pour être simple, la Russie veut de la reddition parce que ce que la Russie demande, c'est purement et simplement de la reddition. Poutine est allé même jusqu'à dire qu'il faut mettre l'Ukraine sous l'administration de l'ONU, puisque pour Poutine, il n'est pas pensable que Zelensky fasse partie de l'avenir de l'Ukraine. C'est clair à son niveau. Il trouve une solution qu'on mette sous la tutelle de l'ONU, ça veut dire qu'on met Zelensky au frigo, on fait une petite transition, on organise des élections sans Zelensky. Mais ça veut dire que pour lui, ce monsieur, il est carrément mis de côté. Maintenant, dans cette reddition, il demande ce qui était l'objet de la guerre, le renoncement de l'Ukraine à vouloir adhérer à l'OTAN. Deuxième chose, il considère que les terres qui ont été conquises par la Russie, il faut que l'Ukraine accepte que ces terres soient tout simplement annexées par la Russie, les espaces qui sont présentement occupés. Il y a d'autres éléments dont il parle moins, parce que dans les négociations avec les États-Unis, ils ont demandé à revenir dans le système SWIFT, qui va leur permettre de revenir dans le système financier international en termes d'échange, puisque au niveau des sanctions imposées à la Russie, il y avait cette sanction-là. Trump est favorable, mais l'Union européenne n'est pas du tout favorable à cela, en considérant que s'il y a plus de pression sur la Russie,
la Russie ne viendra pas négocier avec l'Ukraine, mais la Russie viendra dans une négociation dire à l'Ukraine, voici les conditions de paix signées. Donc pour l'Union européenne, il faut maintenir les sanctions pour pouvoir faire pression sur la Russie. Ils disent quand même qu'il faut augmenter les sanctions avec le fait que les bombardements continuent malgré qu'il y a des pourparlers. Les voix diffèrent. Quelles sont vos analyses pour l'avenir de la situation dans ces conditions? Mais la situation est compliquée à cause de la manière trumpiste de vouloir résoudre ce problème. Comment Trump va aller rencontrer Poutine, va parler avec Poutine au téléphone pour régler une guerre qui se déroule en Ukraine sans pour autant prendre en compte les Ukrainiens, sans pour autant prendre en compte l'Union européenne qui a été un partenaire des États-Unis dans cette guerre. Et ça fait que l'Union européenne est en train de renforcer son lien avec le président ukrainien qui commence de plus en plus à prendre ses distances par rapport aux États-Unis, alors qu'au départ, il cherchait plutôt ce bouclier des Américains pour pouvoir négocier avec la Russie. Mais il se rend compte que les Américains sont plutôt en train de régler leur affaire avec la Russie que de régler le problème de l'Ukraine, ce qui l'amène à vouloir se rapprocher davantage de l'Union européenne, ce qui rend la solution compliquée, parce que dans un conflit, c'est les deux belligérants qui doivent se rencontrer et signer un accord de paix, signer une trêve, signer la paix définitive. L'autre élément, l'approche de Trump est une approche, on trouve un cessez-le-feu même si c'est pour 30 jours. Alors que Poutine lui parle de trouver une solution globale et définitive au problème. Et Poutine craint qu'un cessez-le-feu pendant 30 jours sera une occasion utilisée par l'Ukraine pour se réorganiser, pour se réarmer, et la guerre va continuer et Poutine va se retrouver dans une situation encore beaucoup plus difficile que la situation actuelle qui lui est très favorable. Donc quand vous regardez, les approches ne sont pas du tout les mêmes. Les principaux concernés, la Russie, Trump, l'Ukraine, l'Union européenne, ne parlent pas du tout le même langage. Est-ce qu'il serait facile alors de parvenir à un accord durable? Durable, ça va être difficile pour le moment parce que même ce qui se passe actuellement est assez curieux. D'habitude, on négocie un cessez-le-feu. Quand les armes se sont tues, on se met maintenant à négocier pour avoir un accord qui pourra être un accord durable. Ici, vous voyez des négociations, des rounds en Arabie Saoudite où on rencontre les Américains et les Russes se rencontrent. Après, les Américains rencontrent les Ukrainiens. Après, les Européens rencontrent l'Ukraine. Ça fait... Non. Il faudrait que cette médiation, pour arriver à une solution, se mette sur une feuille de route qui soit la même feuille de route. Parce que quand des gens se mettent à creuser et d'autres se mettent à enterrer, le trou ne viendra pas facilement. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, parce que les Occidentaux en particulier n'ont pas gobé du tout le fait que Trump est allé négocier directement avec Poutine en les ignorant complètement, bien qu'ils aient contribué de façon effective à cette guerre contre la Russie. Depuis les négociations entre Washington et le Kremlin, avec les pourparlers sur le terrain, qu'est-ce qui a réellement changé pour les Ukrainiens? Sur le terrain, il n'y a pratiquement pas grand-chose qui change. Depuis fort longtemps, vous avez des Russes qui dominent sur le terrain de la guerre. Vous avez des Ukrainiens qui de temps en temps font des contre-offensives, mais qui ne sont pas véritablement importantes. Leur entrée au niveau de course a été vraiment la percée, si on peut l'appeler, de l'armée ukrainienne dans cette guerre. Mais là-bas, ils sont en train de reculer progressivement. Ils n'ont pas quitté l'espace, ils ne sont pas encerclés également, comme la Russie l'a dit pour le moment, mais ils sont en train de perdre du terrain à ce niveau. Et puisque les Russes, les derniers bombardements, par exemple, Kiev a été bombardé. Kharkiv a été bombardé. Les Russes les obligent à être sur un très grand nombre de fronts, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un problème d'hommes pour l'armée ukrainienne. Mais quand on multiplie les fronts, comme la Russie le fait de façon stratégique, ils ont de plus en plus du mal à tenir devant plusieurs fronts de guerre, alors qu'ils n'ont pas assez d'hommes. Les attaques russes ont visiblement augmenté en intensité quand on se réfère justement à ce qui se passe sur le terrain. Oui, c'est vrai que les bombardements, ces derniers jours, se sont multipliés et se sont intensifiés.
Malheureusement, ça fait partie de la stratégie d'une guerre. Quand on va vers une négociation, il faut y aller en étant en position de force pour, à la limite, obliger l'adversaire à ne pas pouvoir discuter parce qu'il faut signer pour sauver sa tête en quelque sorte. Mais c'est comme si c'est la stratégie que la Russie est en train d'utiliser actuellement avec les missiles, avec les drones. Il y a eu des bombardements, vous avez vu, il y a eu plusieurs condamnations des Occidentaux en particulier. Mais Poutine, le président ukrainien est fâché parce que quand vous regardez la réaction des États-Unis, les États-Unis ont réagi en condamnant sans citer la Russie. Sans citer Poutine. Et il a bien fait de faire la remarque. C'est pourquoi je dis il faut qu'on regarde bien cette affaire. Est-ce que les Américains veulent régler le problème de l'Ukraine ou bien est-ce que Trump a un autre agenda qui n'est pas celui de l'Ukraine tout simplement dans cette affaire? Et de son côté, le président ukrainien demande aux alliés de l'Ukraine de poursuivre leur soutien, notamment pour sécuriser le ciel ukrainien. Oui, c'est en fait ça qui peut être la solution. N'oublions pas que c'est les Américains avec les patriotes, les antimissiles comme on les appelle, qui avaient permis de réduire les impacts parce que les bombardements étaient là, on pouvait attraper certains de ces objets volants pour les empêcher d'exploser sur le sol ukrainien. Mais avec ce soutien américain qui recule, il devient plus difficile à l'Ukraine de protéger effectivement son espace aérien. Mais à défaut de pouvoir l'avoir chez les Américains, il faut essayer de l'avoir chez les Occidentaux qui continuent quand même, ne serait-ce que de façon verbale, à affirmer leur soutien à l'Ukraine et leur disposition à pouvoir mettre des armes entre les mains du président ukrainien pour pouvoir se protéger par rapport à la Russie. Mais il faut dire que sur ce plan, c'est plutôt les Américains qui avaient véritablement pris le devant pour ce qui est de la protection aérienne et on sent nettement la différence aujourd'hui avec cette diminution de l'engagement des États-Unis dans cette guerre. Et les lignes de fracture entre les trois pays, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine sont de plus en plus visibles. Finalement, les États-Unis apportent-ils des solutions ou viennent-ils compliquer encore les choses? Trump avait dit qu'il règle le problème en 24 heures. Peut-être il n'avait pas compris l'enjeu qu'il y avait. Mais aujourd'hui, il semble le comprendre. Il se donne encore un délai encore un peu plus long, mais ce n'est pas évident parce que tant que les Ukrainiens n'acceptent pas de déposer les armes, même si Trump signait un accord de paix avec Poutine, la guerre va continuer. Parce qu'il faut qu'on soit clair, cette guerre, comme le disent les Européens, et ils ont raison, on ne peut pas mettre fin à cette guerre en ignorant l'Ukraine. Trump a essayé de corriger, mais la façon de corriger, vous partez discuter avec la Russie, et c'est comme si c'est vous qui venez pour pousser l'Ukraine à accepter les conditions de la Russie. Mais si c'était de la médiation, ce n'est pas de la médiation. Si c'était de la résolution de crise, ce n'est pas une façon de résoudre une crise, mais vous êtes en train de devenir un allié objectif de la Russie contre l'Ukraine. Bon, sans compter que Trump est en train de menacer tout le monde actuellement avec ses taxes sur le plan douanier, mais vous allez voir beaucoup de gens qui vont avoir tendance aujourd'hui à ne pas le soutenir dans cette affaire parce qu'il est en conflit avec les gens sur d'autres aspects. Et l'impasse actuelle peut encore durer. Mais tant qu'on le met... Zelensky n'a pas dit non, parce que c'est ça qui est curieux. Jusqu'à présent, quand on l'écoute, il a quitté depuis longtemps cet espace guerre. On va gagner la guerre. Il n'est plus dedans. Il dit toujours qu'il est prêt à discuter. Il dit même clairement actuellement qu'il est prêt à rencontrer Poutine parce que pendant un temps, il disait qu'il n'allait pas le rencontrer parce qu'il n'est pas légitime. Poutine disait exactement la même chose. On a dépassé un peu cette étape. Mais concrètement, ce qui se passe actuellement, on négocie à la place de l'Ukraine et celui qui négocie à la place de l'Ukraine n'a pas été délégué, n'a pas été envoyé par l'Ukraine. C'est ça qui fait que la situation est compliquée parce qu'après, même quand vous trouvez un accord Trump-Poutine, quand vous amenez, l'Ukraine a son mot à dire, l'Union européenne a son mot à dire. Si ces gens-là ne sont pas d'accord, cet accord a très peu de chances de pouvoir exister, ne parlons pas de perdurer. Merci, Mourad Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.